Saleccia est habitée depuis la préhistoire. Fonds de cabanes et vestiges divers en attestent. Au XVIIIe siècle, Saleccia appartient au Magnifico de Fabiani, gentilhomme corse. Sa petite fille, alliée à Pascal Paoli, en hérite. C'est l'époque des grandes oliveraies qui ont fait la prospérité des Balanins. Paysages de terrasses, jardins clos, bassins et aires de battage, étables et magnaneries racontent l'histoire d'une économie de subsistance dont le travail, à travers les siècles, a modelé le paysage. En 1952, la famille de Jean-Baptiste et Sabine Acquaviva devient propriétaire du domaine. Un millier d'oliviers multicentenaires et de mûriers destinés à l'alimentation des vers à soie sont les témoins vivants d'une époque où la Balagne était le jardin de la Corse. Un gigantesque incendie ravage la région en 1974. Seule une dizaine d'oliviers en réchappent. Il faudra 20 années de labeur pour atténuer les traces de ce désastre écologique. Concepteur du parc, Bruno de Moustier, paysagiste et pépiniériste, passionné de botanique, regreffe des centaines de rejets d'oliviers et entame alors la constitution des collections végétales. C'est le début de la grande aventure du parc. C'est un bel arbre, hein. Oui. Et c'est quoi comme arbre? Ah, c'est un pin. Un pin, ouais. T'es du métier, toi. Ouais, ben, moi je suis bûcheron. Et un bûcheron ne fait pas que abattre des arbres, il les entretient. ouais, les bûcherons, en principe, ils font qu'abattre les arbres, ou bien planter des arbres aussi. Puis après, tailler des arbres, c'est nécessaire, il faut le faire avec amour, il faut demander pardon. Ouais, il faut demander pardon, disons qu'il faut surtout y aller en douceur. Idéalement, les arbres, ça serait bien de ne pas avoir besoin de les tailler, qu'ils puissent s'épanouir. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient de la place. Si un arbre il est planté à la bonne place, c'est-à-dire qu'il a suffisamment d'air, suffisamment d'espace, il n'a pas besoin d'être taillé. Mais après, souvent, c'est que les arbres sont trop proches des maisons, par exemple, bien plantés trop proches les uns des autres. Alors après, il faut les tailler un petit peu pour maîtriser la grandeur de l'arbre. Un arbre qui est isolé, on peut le laisser vraiment prendre toute son envergure. Et après, si on veut, on peut nettoyer les branches sèches, ce qui fera que du bien. L'arbre sera beaucoup plus beau, il sera un petit peu plus transparent, un petit peu plus clair aussi. Donc du coup, le bûcheron devient le médecin de l'arbre? Le médecin, voilà, peut-être on peut dire le médecin, ou peut-être ouais.
Me médecin, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, on se donne un coup de main. Tu aimes bien grimper dans les arbres, c'est ta vie? Voilà, ouais, ça j'aime vraiment beaucoup grimper dans les arbres. Surtout, il y a des arbres dans lesquels on est vraiment bien, on se sent vraiment à sa place. Et voilà, alors, quand je grimpe dans les arbres, je suis vraiment bien dans le moment présent, on est concentré, on ne se laisse pas submerger par des pensées extérieures. C'est vraiment, on est serein, on est bien. C'est un métier de solitaire alors. Et il faut vraiment aimer la nature alors pour faire ce métier. Alors c'est clair. On ne peut pas faire ce métier sans aimer les arbres, sans aimer être dehors, au chaud, au froid. C'est vraiment ça qu'on aime en fait. On aime être dehors, on n'est pas des gens qui aiment rester assis dans des bureaux. On aime bien se dépenser physiquement aussi. Est-ce qu'il y a un rapport entre ton métier de guide et le métier de bûcheron? Ouais, disons que le fait d'être guide, on acquiert des connaissances sur l'utilisation des cordes, on sait grimper. Donc pour moi c'est très utile, après je peux le réutiliser dans les arbres. Il y a plus ou moins les mêmes techniques, un petit peu des mêmes techniques d'escalade. On sait descendre à rappel en disant qu'on est très sûr de nous dans les arbres. On n'a aucun souci de faire faux un nœud ou bien. Mais ça c'est le côté technique, mais est-ce que tu parles des arbres aux gens que tu promènes en montagne? Un petit peu, oui, un petit peu. Après, ils ne sont peut-être pas forcément intéressés par les arbres non plus. Ils aiment bien la montagne, ils aiment bien le ski, mais je pense que ouais, pas forcément, non. Les deux métiers, on est directement en contact avec la nature, c'est sûr. Ça nous a permis de discuter 5 minutes et d'apprendre des tas de choses. Voilà, ouais, c'était très sympa, ouais. Au hasard d'une nouvelle rencontre. Voilà, au plaisir. Salut, au revoir. Salut, au revoir. Nous voilà à l'entrée de ce parc extraordinaire et Bruno, vous êtes le concepteur-créateur. Et oui. Alors moi je suis très étonné, racontez-moi ça un peu, c'est une folie quand même, au bon sens du terme. Ça a été une aventure pour nous, bien sûr. C'était quand même un espace très vaste. C'était un immense roncier, c'était quelque chose vraiment à l'abandon. Mais ça a commencé comment, ça a été le début, tout au début, c'était pour moi un simple passe-temps. Je passais mes soirées ici à nettoyer, à greffer. Vous aviez un métier de paysagiste? Moi, je suis paysagiste. J'ai fait l'école de Versailles. Et j'ai fait d'abord l'école d'horticulture à Versailles, ensuite l'école du paysage. Et après votre métier de paysagiste, vous veniez faire du paysage? Et après, j'ai fait mon service militaire. Sorti de mon service militaire, je suis venu en Corse avec mes deux frères. On a fait un tour et c'est là où je me suis dit, c'est à cet endroit où je veux vivre et où je veux travailler. Je suis resté seul sur la pépinière. J'ai monté une entreprise de parcs et jardins. Ouais. Et j'ai fonctionné de cette façon-là donc assez longtemps. Sans trop m'occuper du lieu, là, bien que c'était notre cadre de vie, mais c'est vaste, donc il y a 80 hectares. C'était très touffu, très mystérieux même. Donc à ce moment-là aussi, la société, la SCI qui était en place, compte tenu aussi du fait que les événements de Corse, oui, les événements, c'est-à-dire les violences, les plastiquages, des choses comme ça ont commencé à se dérouler, se sont désintéressés du lieu et nous ont mis le marché en main, nous ont dit bon, c'est fini la construction, là on n'envisage plus rien. Alors où vous sortez, où vous achetez. Alors nous, se prendre quelque chose comme ça sur le dos, ça ne nous enchantait pas du tout, mais par contre on avait un attachement au lieu
très important. Bon, on va tenter quand même le coup de... Alors la première chose, c'était, bon, il y avait la pépinière qui occupait un petit espace. On s'est dit, il faut arriver à occuper les lieux le plus possible, d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où l'idée de parc a germé. On s'est dit, si on fait un parc, on va pouvoir occuper 5, 6, 10 hectares, comme ça, c'est toujours ça. Il y en a 80, d'en tenir déjà 10, c'est déjà beaucoup. Alors déjà, j'avais travaillé un peu sur les lieux, moi, je vous dis, à greffer, à nettoyer, tout ça. Mais on s'est dit, là, bon, si on fait un parc, alors il va falloir faire ça de façon beaucoup plus sérieuse. Là, j'ai pensé un peu au niveau conception. Est-ce que vous avez réfléchi sur plan ou uniquement non, sur très peu terrain? sur plan. J'ai travaillé très peu sur plan. Non, je me promenais là et puis je disais, tiens, ça, je vais faire ça. D'accord. Et d'ailleurs, on a vraiment aménagé petit à petit parce qu'au point de vue moyen, c'était quand même faible. Parce on n'avait pas des 100 et des 1000 à investir là-dedans. Alors aménager quand même, vous aviez un tractopelle, vous aviez des gens, vous faisiez comment ça? Pas beaucoup. On a travaillé beaucoup à la main quand même, beaucoup à la main, avec des petits engins. Et on les a installés, on a fait surtout toute la partie centrale avec ça. D'accord. Ouais. Et tout le reste à la main, en grande partie? Et le reste, beaucoup à la main, et avec les maçons, et avec des mini-pelles aussi. Enfin, finalement, peu de matériel et beaucoup de transpiration. Et il y a des murs en pierre sèche qui sont magnifiques. On a fait ça, beaucoup de murs. Moi, j'ai un peu la passion des murs de pierre. J'ai cru comprendre en voyant ça. Donc on en a fait pas mal, et puis ça fait partie quand même de l'aménagement de la campagne. Ici, les murs, vu le relief, c'est quelque chose de capital. Et c'est ce qui nous a permis aussi de garder toute cette végétation, parce que malgré le feu, ça a évité une érosion importante des sols. Donc les sols sont restés grâce aux murs et la végétation est repartie. Et alors autre chose, l'eau. D'où vient l'eau? Alors l'eau, ça a toujours été un problème. On a été partie occupée par la pépinière. C'est un ancien jardin où il y avait des fruitiers, où il y avait des légumes, des choses comme ça. Il y a un très grand bassin. Il y a à peu près 700 mètres cubes de disponibles. Mais ça ne suffisait pas, surtout les années sèches, où le bassin ne se remplissait plus. Donc on avait un fond d'eau. Et après, on a fait des forages. On a eu la chance quand même de trouver de l'eau dans un forage qui nous donnait 5 mètres cubes à l'heure. On est allé chercher l'eau là-bas. Pas jusqu'au barrage. C'est pas à côté quand même. On a fait 2 km de tranchée dans un terrain rocheux. Ça a été très difficile à passer. Ça a été tout à la main. Alors. Tout à la main, un peu aux engins, mais beaucoup à la main aussi, oui. Ouais. Donc ça, c'est un gros travail. Là-dedans, on a de l'eau, oui, suffisamment. On n'a pas de problème d'eau. D'accord. Et le terrain? C'est quel type de terrain? C'est des terres. Alors, je vous dis, ça a été conservé. Ça a été conservé dans les parties en relief grâce aux murettes qui ont été faites. Ouais. On ne les voit plus là, maintenant, mais il y a une multitude de murettes qui avaient réapparu quand le feu est passé. Ça avait dégagé toute la végétation et on redécouvre tous ces murs qui ont été édifiés surtout au XIXe siècle. Et donc la terre est restée là, mais du fait de l'érosion et du vent, la terre s'est accumulée dans le fond. Donc là, on a une zone où on a une épaisseur de terre importante et une terre de bonne qualité, oui, et légère. Et alors, autre chose, toutes ces plantes, ces arbres, ils sortent d'où? Alors, les arbres, la base du parc, c'est quand même de la végétation naturelle. Alors, il y avait donc l'olivier, il y avait une plante très importante, c'est de l'antisque ici. Il y a le chêne vert, bien sûr. Ça, c'est les plantes de base du parc. Oui. On en a rajouté beaucoup, des oliviers peu, mais des lentisques, j'en ai planté beaucoup. Et j'ai complété avec essentiellement des plantes du maquis, donc l'arbousier, le myrte, la laterne, le filérea, le bupleurum, enfin toutes ces plantes-là. D'accord. Voilà, ça c'est le fond, la base du jardin. L'ossature est constituée par ces plantes-là. Et quand les gens viennent ici, qu'est-ce qu'ils cherchent? Le dépaysement, ils cherchent le rêve? Ce qui les intéresse, le dépaysement, oui. Ouais. L'aspect sauvage du parc, c'est quand même pas quelque chose de très organisé, en fait, de très dessiné.
Cet aspect, vous l'avez quand même recréé, on sent la patte de l'artiste. C'est dessiné, mais la végétation elle-même donne un flou à tout ça. Oui, mais il y a quand même un choix de couleurs, des plantes bleues, vertes. Ah ben ça oui, il y a des teintes privilégiées. La teinte, le gris par exemple, est une teinte qu'on en utilise énormément. Et j'ai vu que vous aviez des bassins avec des poissons magnifiques. Ah oui, des poissons. Est-ce que vous avez des hérons? Ah bien sûr, on a les hérons. Tout pour plaire. Bien sûr, on a les hérons. Donc, alors les hérons, il faut arriver à avoir des bassins avec des berges bien encombrées pour pas qu'ils puissent approcher de l'eau. Il y a une partie de parc zoologique quand même, il y a des animaux. Alors il y a une partie, oui, ça c'est relativement récent là, donc ça c'est pour les gosses. Il y a une partie d'aire de jeu pour les enfants, donc pour que les parents puissent se balader tranquillement dans le parc. Il y a ces enfants dans la zone jeu enfants. Et puis il y a cette zone animaux où il y a une basse-cour. En tout cas, il y a une impression de sérénité. Oui, je crois que c'est l'élément essentiel du parc, c'est ça, c'est la sérénité. Et moi, j'aime ici le soir parce que justement, on a en principe, là, on n'a plus que les bruits de la nature pratiquement. Et le bruit de la mer. Mais je pense qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup, oui, il reste beaucoup à faire. En tout cas, merci de nous faire partager cette expérience qui est un bonheur pour nous. Oui, ça a été aussi un bonheur pour moi, c'est vrai. Oui, ça a été. Oui. Ah oui, ça a été quand même quelque chose, enfin, un moment de ma vie quand même important. Ça a pris quand même. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire de ce lieu magique. Alors déjà, Salettia, c'est quoi? Ça vient d'où? Depuis, enfin toute l'Antiquité, en tout cas depuis l'âge du bronze, Salettia que vous voyez là, qui fait 100 hectares avec 400 mètres de bord de mer, a été habitée. Sur ces collines, il y avait plein de monde. Ouais. Et ces gens-là avaient besoin de sel. Donc en Corse, sel, ça se dit ouzal. Et Salettia, c'est l'endroit où on ramasse le sel. D'accord. Voilà. C'est une ancienne propriété agricole. Jusque dans les années, disons, 39-45, à peu près au moment de la dernière guerre. Ici, c'était une propriété agricole parce que les gens venaient par des sentiers, parce que toute la région est irriguée par des sentiers. Ils venaient avec leurs ânes et leurs mulets le matin et ils venaient cultiver ici. Et donc, il y avait d'abord, sur cette propriété, qui, comme je vous l'ai dit, fait 100 hectares, il y avait 1200 oliviers. Ah oui. Parce que l'huile d'olive était une richesse de la Balagne. Bien sûr. La Balagne, c'est la région élargie, avec Île-Rousse, qui part depuis ce qu'on appelle nous le canal et les villages de Lame à Ortaga et Pietral, jusqu'à Calvi. Voilà. Et c'était la richesse de la Balagne. Ici, les gros propriétaires qui ont fait ces grosses maisons dans les villages étaient les propriétaires d'arbres d'oliviers. Les oliviers, oui, la richesse du coin. Voilà. Donc, ils venaient ici ramasser les olives, ils faisaient les potagers, ils faisaient les arbres fruitiers. Et donc, tous les matins, tous ces gens-là venaient ici et travaillaient dans la campagne de Salettia, comme dans tout le reste de la commune de Monticello. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec cette propriété. Et donc, notre fille, qui faisait à ce moment-là des études à l'université de Corte, nous a dit, mais puisque nous avons déjà toutes ces collections de plantes, c'est très beau, on peut travailler dans cette optique et on pourrait ici ouvrir au public, ce jardin au public, puisqu'il n'y en a pas en Corse. Voilà. C'est comme ça qu'en 2005, nous avons ouvert ce jardin qui fait 7 hectares. Donc c'est 7 hectares grignotés déjà sur la campagne. Et il y a des gens qui reviennent ici pendant les 6 mois de l'ouverture parce qu'ils disent qu'ils se ressourcent. C'est pas une légende, ça. C'est pas une légende. Les arbres produisent une énergie qu'on peut capter. Les arbres, et puis probablement le fait que sur ces pentes, il y a eu des hommes qui ont vécu depuis toujours. Je crois qu'on sent leur énergie, toutes ces histoires humaines qui ont eu lieu ici. Ici, on sent qu'on fait partie d'un tout. Il y a la terre, il y a le végétal, il y a le minéral, il y a l'humain.
Et on n'est pas supérieur, on fait partie d'un tout. Irène, quel était votre rôle exact dans la réalisation de cette œuvre gigantesque? C'est difficile à dire, j'ai surtout joué le rôle de soutien. Voilà. Je ne peux pas dire que j'ai eu vraiment un rôle précis. Je faisais un peu tout, la petite main, la secrétaire, la jardinière quand il le fallait. Je vois des gens qui reviennent à longueur de saison parce qu'ils disent que vraiment ça leur fait du bien d'être ici. Voilà, ils s'arrêtent sur un banc et d'une certaine façon, voilà, la vie s'arrête. Hein, on arrête d'avoir les pensées qui tourbillonnent. Donc ici, c'est le paradis sur Terre. Vous savez, en Corse, la campagne, c'est souvent le paradis si on veut bien la regarder. Et regarder autre chose que vers la mer. Irène, merci. Je vais continuer ma promenade et découvrir tout ça. Mais je vous en prie, bonne promenade. Merci. Oui, ça, ce sont des terrasses d'immortels sauvages, donc qui sont là naturellement, au pied des oliviers. Donc les 3 terrasses du haut ont été récoltées et en partie celle-ci, ça se voit du reste. Hein. Donc ce qui est important quand on cueille l'immortel, c'est bien sûr de ne cueillir que dans la tige. Hein. Il ne faut pas du tout cueillir ni dans les bois et laisser à la plante le temps de se régénérer. Hein. On est là pour lui donner de la vigueur, pas pour la tuer. Hein. Alors un petit peu plus loin, ça n'a pas été fait encore. Hein. On va pouvoir s'avancer pour la différence. On voit très nettement le cueilleur s'est arrêté. Il lui reste une parcelle à faire là, donc mais c'est de l'immortel sauvage, je pense qu'elle est là naturellement. Quand on cueille la fleur et qu'on la fait sécher, elle est immortelle. Elle ne fane jamais, elle peut rester des années sans bouger, y compris son parfum. Hein. Voilà pourquoi on l'appelle immortelle, amurza en Corse. Voilà, donc c'est une plante qui est fabuleuse, hein, qui commence à être connue par le grand public parce qu'elle a des vertus exceptionnelles. Hein. On l'utilise beaucoup pour les bleus, les coups, les bosses. On l'utilise comme l'arnica ici en Corse. Donc elle a des grandes propriétés circulatoires. Hein. Quand on distille, il y a 2 produits qui sortent de l'alambic, l'huile essentielle et l'eau florale, qui a les principes actifs de l'huile essentielle en beaucoup plus dilué. C'est dans une solution aqueuse. Alors l'intérêt, c'est que pour les jeunes enfants, vous savez qu'on ne peut pas donner des huiles essentielles à des enfants en dessous de 6 ans. Là, on utilise de préférence l'eau florale, qui est dans ces cas-là très intéressante. Pour les femmes, ça peut servir de lotion, de nettoyant pour la peau, d'après-shampoing par exemple. Et puis elle se boit cette eau florale aussi. Voilà, dans des gens qui ont des problèmes circulatoires, on peut la prendre en interne, on prend une cuillère à soupe dans un litre d'eau et on boit son litre d'eau tout au long de la journée. En fait, quand vous frottez dans vos doigts, c'est très parfumé.
Voilà. Donc on distille, on peut distiller la plante à différents moments, et notamment quand elle est en fleur. On va attendre un petit peu parce qu'elle n'est pas complètement en fleur, hein. Souvent ça se chevauche avec la récolte d'immortelles. Donc on est obligé d'interrompre la récolte d'immortelles, de nettoyer tout le matériel pour distiller le myrte. Alors les feuilles de myrte sont utilisées dans la cuisine, hein. Dans les herbes de maquis, vous avez des mélanges d'herbes et notamment des feuilles de myrte. Donc ça parfume les plats. Donc c'est une huile essentielle qui est antiride. Donc si on fait un petit peu myrte et immortelle, on a une très bonne préparation anti-rides et anti-cernes pour avoir un teint magnifique. Et donc c'est un expectorant, c'est approprié par exemple pour les enfants, pour des préparations expectorantes quand les enfants sont enrhumés, ça peut les dégager. On peut la laisser 24 heures sans problème, mais il faut la distiller assez rapidement. Vous voyez ? On l'étale bien, ça fermente assez vite. Voilà, donc on a chargé l'alambic, c'est la vapeur qui va extraire l'huile essentielle grâce à l'alambic. De l'eau ici, à peu près jusque là. Un panier avec de la plante tassée, parce qu'imaginez que dans cet espace, il y a 90 kg de plantes. Ensuite, on allume les feux. Donc la vapeur va sortir de la plante avec l'huile essentielle. Elle va passer ici dans le col de cygne. Et si vous vous approchez, vous allez voir qu'il y a un tuyau qui serpente dans l'eau froide et la vapeur est retransformée en eau et débouche ici avec de l'eau florale et de l'huile essentielle. On voit d'ailleurs ici, regardez, là c'est de l'eau florale avec l'huile essentielle à côté qui a une couleur différente. Voilà, donc ça c'est la plante qui a été distillée, hein, donc voilà, elle fume, c'est très chaud. En 1h30, 2 heures, la majorité de l'huile essentielle est sortie de la plante. Après, on fait couler pendant 3 heures pour que l'huile essentielle ait vraiment le temps de... Vous voyez, on ne prend que la partie neuve de la plante. Donc l'huile essentielle est dans la fleur et vous en avez un petit peu dans la tige. Mais voilà, on coupe comme ça et pas plus. Une distillation dure 5 heures, le temps de remplir l'alambic, donc le nettoyer un petit peu, vider ce qui a été fait avant. On remplit l'eau, la plante, le temps de mettre en route. On peut dire qu'un temps de distillation, c'est entre 4 et 5 heures. Voilà, c'est un outil indispensable pour le distillateur, ça s'appelle un essencier. Cet appareil permet de découler l'eau florale par le bas. Quand ça se remplit, l'huile essentielle, la couche d'huile essentielle est toujours au-dessus et remonte à la surface. Donc nous, on écoule l'eau florale avec ce robinet qui reste ouvert et quand l'eau arrive à hauteur du siphon, voilà, ça coule ici. À la fin de la distillation, donc au bout de 3 heures, il suffit de couper ce robinet, d'ouvrir l'autre et c'est toute l'huile essentielle qui sort. Puisque ce robinet-là, vous voyez, sort ici. Donc toute l'huile essentielle est évacuée. Ça, c'est une première décantation. Après, on a une boule de décantation de laboratoire pour affiner la séparation de l'huile essentielle et de l'eau florale. Il ne faut absolument pas que l'eau florale reste dans l'huile essentielle. Voilà.
Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous qui vous occupez du parc. Mais alors, ce parc, ça n'a pas toujours été un parc. C'était quoi autrefois? Effectivement, ça n'a pas du tout toujours été un parc. Autrefois, c'était un domaine agricole comme on en trouve partout en Balagne en tout cas. Oui. Avec le terrain était partagé entre les bergers et les agriculteurs. Il y a combien de temps? 50 ans? 100 ans? Alors, ça remonte très très loin puisqu'on a des traces d'occupation préhistorique dès le néolithique. Donc là, on est vers les moins 6000, moins 7000 avant Jésus-Christ. Et on a beaucoup de traces un peu plus récentes de l'âge du bronze, qui est une partie qui me passionne. Ce qu'on connaît au niveau historique et les documents qu'on a en notre possession sont beaucoup plus récents, puisque les premiers documents qu'on possède sont du XVIIIe siècle. D'accord. Où on a le cadastre napoléonien, donc où on voit comment les parcelles étaient cultivées, en fait. Donc avec les coteaux qui étaient cultivés avec des céréales. Ici, on avait de l'orge. Sur le terrain, c'était de l'orge et pas du blé. Et puis les jardins en terrasse clos de murs pour empêcher justement les bêtes de rentrer par rapport aux bergers et pour couper du vent. Et où on trouvait du potager, bien sûr, de la vigne déjà. Oui, ça je m'en doute. Les arbres fruitiers qu'on avait beaucoup à l'époque et qui ont beaucoup disparu aujourd'hui, comme le néflier, le plaque minier qui donne les kakis, le cédratier qui était énormément exploité en Balagne. Et tu donnes quoi, lui? Le cédrat. Le cédrat qui est un gros citron qui ressemble qui est un agrume, qui est un gros citron boursouflé, dont on se sert encore aujourd'hui. On en fait du cédrat confit, c'est délicieux. D'accord. On en fait de la confiture et on en fait surtout de la cédratine, qui est un des excellents alcools de Corse. Sans oublier le principal, ce sont les oliviers. Oui, ça bien sûr. Puisque la Balagne, c'était le premier exportateur d'huile d'olive français au XIXe siècle. C'était la Balagne. Mmh. Les oliviers qu'on retrouve ici, avant ce fameux feu, il y a eu un feu énorme qui a dévasté la propriété en 1974. On en comptait 1200 sur le domaine. Je crois qu'on a un peu la même proportion sur la Corse, puisqu'avant, au XIXe siècle, on comptait, il me semble, 12 millions d'oliviers. Et qu'il y a une vingtaine d'années, on en dénombrait plus que quelque chose comme 200 000. J'ai plus exactement. Ça, c'est à cause des incendies, alors, oui. Surtout. Oui. C'est-à-dire, ça a été abandonné. Fin du XIXe siècle, différents paramètres ont fait que ça a été abandonné, cette culture de l'olivier qui date au moins des Romains en Corse. Et bien après, quand les terrains sont abandonnés, il y a les ronces qui poussent, il y a d'autres choses qui se mettent sur le sol et qui fait qu'après le feu passe facilement, parce que le sol n'est plus propre. Bien sûr, plus nettoyé, oui. Voilà, c'est un olivier qui a brûlé à ce moment-là et on a aujourd'hui la souche qui est encore en place. Et on voit d'ailleurs très bien tous les rejets, puisque l'olivier, on parle d'arbre éternel, puisqu'il repart de souche, donc il ne meurt jamais, on peut dire, sauf si l'homme vient le déraciner. Pendant 2000 ans, on peut dire, les oliviers en Corse, en tout cas, ont laissé pousser les arbres naturellement, donc comme on a ici. Alors déjà, à ce moment-là, mon père, qui était déjà sur le domaine, puisqu'il a installé sa pépinière ici, fin des années 60. D'accord. Et bien déjà au moment du feu, il est déjà sur le domaine avec ses tuyaux d'arrosage et ses scies pour essayer d'éteindre l'incendie avec mon grand-père. Donc ils vont sauver quelques oliviers, ils vont sauver la maison agricole, mais évidemment ils ne vont pas pouvoir maîtriser l'ensemble, loin de là. Et à partir de là, lui, il va commencer à regreffer, donc quelques années plus tard, quand les oliviers vont commencer à repousser, il va regreffer des milliers d'oliviers sur le domaine. C'est un travail de fou. Voilà, notamment sur le parc où il a regreffé 300 groupes d'oliviers. Ça représente, par pied, il y a entre 3 et 4 greffes pour un pied. Donc dans un groupe où vous avez au moins 6 oliviers, vous faites le calcul, c'est des milliers de greffes. Il s'est amusé dans le parc à greffer. En fait, on suit, ça c'est un petit peu anonyme finalement, mais quand vous faites le parcours, vous suivez les différentes variétés d'oliviers de la Méditerranée par pays. Oui. Vous faites le tour de la Méditerranée, en fait, par les variétés d'oliviers. Alors c'est vraiment pour un public extrêmement averti, parce que d'une variété à l'autre, pour voir la différence... Oui, mais c'est bien expliqué quand même, il y a des petits panneaux de partout. Donc sur le parc, on a 300 groupes d'oliviers qui, avec les lentisques,
qui sont donc tous ces buissons verts très odorants dont on fait des huiles essentielles fabuleuses. Les lentisques et les oliviers, eh bien, il s'en est servi de structure pour faire le parc. C'est-à-dire, il s'est vraiment appuyé. Voilà, alors, donc là, on arrive à la notion de parc. C'est-à-dire de l'exploitation agricole, ça devient un parc. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée au départ. Oui. L'idée, c'était juste de protéger pour un éventuel prochain feu. C'est ce qu'on continue encore à faire aujourd'hui. On enlève les cystes pour éviter que ça rebrûle. Et puis, mon père, c'est sa passion, c'est n'importe quel coin de nature, pour lui, c'est de le mettre en valeur. C'est-à-dire que ça veut dire y toucher le moins possible. Il ne fait pas de terrassement, il le plante à l'intérieur le moins de choses. En tout cas, il faut que ça reste en harmonie et que ça reste dans C'est le mot, ça, l'harmonie. Voilà, c'est vrai. Donc le parc, c'est ça, il a gardé toute la structure végétale qui existait et qui était intéressante, bien entendu. Il a enlevé tous les cystes, il a enlevé tous les ronciers, mais voilà, tous les lentisques ont été conservés, tous les oliviers, et tous les mouvements de terrain aussi. Il n'y a aucun mouvement de terrain qui a été fait, si ce n'est sur l'espace central, qui était un grand terrain plat, où il a créé une bordure, une rocaille, voilà, qui a été créée. Mais c'est tout. Et alors, votre rôle, vous arrivez quand? Le parc finit par ouvrir au public en quelle année? Voilà, alors en fait, ça a été quelque chose. Le parc a été créé en famille. En fait, il est né en famille. Donc, lors d'un repas du dimanche, qu'est-ce qu'on fait de ce parc, sachant qu'on n'a pas de moyens personnels, sachant qu'il coûte très très cher à entretenir. Là, on s'est dit, bon, les routes avaient déjà, les pistes avaient déjà été faites. Il avait commencé à planter certains endroits. Les oliviers étaient bien dégagés du reste, les lentisques aussi. Il y avait quelque chose qui s'était formé, quoi. Voilà. Comme une sculpture à partir d'un tronc d'arbre. Et le sculpteur cherche à qu'est-ce qui existe déjà dans le tronc et non pas à imposer sa forme. C'est ça qui s'est passé. Et bien, pendant ce repas, tout d'un coup, qui l'a dit, je ne m'en souviens pas. Et si on ouvrait un parc au public? Ah oui, mais qui va s'en occuper? Et tout de suite, naturellement, j'ai dit, mais moi, je vais m'en occuper. Donc à partir de là, voilà, ça a été là. Donc mon père d'un côté, qui lui continuait, et à partir de là, évidemment, qui a redoublé d'efforts pour mettre en valeur ce domaine. Et moi, de mon côté, eh bien, chercher les prêts bancaires, etc. Et ça a été extrêmement long parce que, en Corse, il n'y a rien de similaire. Donc, de tous côtés, on me répondait la même chose. Votre projet est magnifique, mais on n'y connaît rien, on ne peut pas vous aider. Et alors, cet espace gigantesque, c'est quoi? Alors ça, c'est un peu le centre du parc, on va dire. L'espace méditerranéen. L'espace méditerranéen. Bon, tout est méditerranéen ici, plus ou moins. En fait, mon père ici a voulu représenter la Méditerranée, c'est-à-dire que la partie pelouse plate, c'est la mer, avec les côtes de la Méditerranée. En même temps, c'est l'espace où vous allez retrouver les plantes des autres parties du monde à climat méditerranéen. Ce climat méditerranéen, on le retrouve en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Californie, etc. On a des petits bouts de climat méditerranéen. Donc les plantes qui viennent de ces endroits, évidemment, se plaisent tout aussi bien ici, puisque le climat est le même. Mais c'est l'espace aussi, on peut dire, qui est le plus spectaculaire au niveau floraison.
parce que on a beaucoup de couleurs qui sont souvent très soutenues. Alors là, ça va être classé donc par partie du monde, en fait. D'accord. Quand vous en faites le tour, on a quelques plantes assez rares, ou en tout cas assez spectaculaires, on peut dire. En ce moment, il y a le Retama, qui est un genêt blanc, vous voyez, qui est au fond, qui est énorme, qui est couvert de fleurs blanches, on dirait de la neige. C'est assez fabuleux. Et puis, nous avons le Rhomneia coulteri, qui est le pavot en arbre de Californie, qui est une plante tout à fait surprenante. Bon, d'abord par sa floraison qui est absolument extraordinaire, elle fait des très grosses fleurs blanches avec un cœur orange, et elle fait énormément de fleurs. Et puis c'est une plante donc on rabat en fin de saison à 0, à 10 cm du sol, et qui va pousser de 2,50 m en 2 mois. Voilà. Vous êtes amoureuse de ce parc, mais qu'est-ce que vous préférez? Là, je voudrais que vous m'emmeniez dans votre lieu préféré. C'est où? Bon, c'est très difficile de dire qu'il y a un lieu préféré, parce que... Un coup de cœur. Moi, par exemple, ça serait plus, peut-être presque une heure préférée. C'est cette heure-là que je préfère, moi. Où le soleil est en train de se coucher, mais qu'on a encore une lumière rasante ça tombe bien. Qui est fabuleuse. Maintenant. Voilà. Qui est un moment vraiment extrêmement calme aussi. Vous entendez, il y a tous les oiseaux qui se mettent dans. Et quand je viens le soir fermer les portails de l'espace méditerranéen, parce que sinon il y a les sangliers à cause qui des viennent sangliers. tout dévaster, je me mets là et voilà, c'est un de mes lieux, un de mes moments et un des endroits où, parce que justement ce que je vous disais de cette pelouse aussi, enfin de cet espace, c'est là on a aussi le côté vraiment paysager, c'est-à-dire le plat qui va mettre en valeur le relief. Quel relief! Voilà. En tout cas, Isabelle, je vous dire merci, parce que c'est vraiment un voyage initiatique que vous nous faites faire. On espère. Mais j'ai un lieu aussi quand même, que je voudrais vous montrer. Ah oui? Qui est un peu... Je pense que les visiteurs passent souvent trop vite devant. On y va? Oui. Allez, on y va. Alors là, on est sur le chemin qui est indiqué sur le plan comme étant le chemin principal. Ouais. Et en fait, vous voyez, tout de suite à côté, on a une zone qui est particulièrement rocheuse. Alors quand on s'avance comme ça, en fait, là, on rentre dans la partie préhistorique du domaine. La partie préhistorique, elle est énorme ici, hein, c'est-à-dire qu'on a plusieurs implantations de plusieurs époques qui sont encore visibles. Et la dernière côté mer, je dirais, eh bien, elle s'arrête ici, vous voyez, voilà, là, il y a la limite. Alors d'abord, j'aime ce lieu parce que d'abord, j'adore le granit. J'adore ce granit, c'est-à-dire rond, et avec toutes ces mousses. Voilà, il y a un mélange minéral-végétal qui m'émeut, je dirais. Et pour vous, c'était créé par la main de l'homme? Alors, on va le voir plus loin, ça se voit bien. Enfin... ce qu'on appelle un assemblage de averti, pierres. mais... Ouais, d'accord. Et dès qu'il y a une concentration comme ça, en général, c'est les lieux où je me sens le plus... c'est vraiment les lieux où j'aimerais m'arrêter et éventuellement rester pour l'éternité. Voilà. Là, vous rentrez dans un habitat préhistorique. Alors, quelle époque? Ça, tant qu'on n'a pas fait de fouilles, on ne pourra pas le savoir. Mais l'habitat est encore tout à fait visible, hein. Il y a beaucoup d'archéologues qui sont venus sur le lieu, bon pas tellement celui-là, mais au-dessus surtout, il y a beaucoup de choses. Comme on m'a dit le dernier, tu as un deuxième parc là. C'est vrai. Mais ça c'est encore une autre aventure que j'espère vivre un jour, de pouvoir ouvrir le site préhistorique au public, pour faire un lieu vraiment très... pour que les gens, quand ils ressortent de ce lieu, aient vraiment une vision de la préhistoire en Corse. De l'ensemble de l'histoire. Parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. Oui, mais même si on ne sait pas exactement ce qu'il y en a, on a un ressenti. Oui, c'est fort. C'est le principal. Ah, c'est fort, ouais. Enfin, pour certaines personnes, c'est trop fort. Je crois qu'on va revenir. C'est pour ça que ici, on est
petit peu entre les deux, c'est bien. Alors, j'ai entendu parler aussi de la restauration ici, et tout sort du domaine. Alors, comme le reste du parc, dans le même esprit, évidemment, la restauration est dans le même esprit, c'est-à-dire on essaye au maximum d'utiliser les produits du terroir, si possible même du domaine, effectivement. Pour l'instant, c'est encore restreint. Et dans la mesure du possible, des produits de qualité biologique. Ça nous tient beaucoup à cœur. On a nous-mêmes un potager. Alors évidemment, notre potager, avant juin, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Oui. Donc vous allez retrouver dans votre assiette, en tout cas des produits locaux, c'est sûr, oui. Quelques produits du potager. Et tout est confectionné sur place. C'est notre cuisinière qui fait... on n'utilise pas de surgelé non plus, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Donc tant que c'est possible, on a des bons produits. Impeccable. Ah là, ça c'est petit, avec des griffes bien marquées, en forme de fer à cheval. Il y a 2 empreintes ici, là, et 2 empreintes ici de ce côté. L'animal a bondi. Ça, ce sont les 2 pattes postérieures. Et les pattes antérieures, elles devaient être positionnées, une ici et une là, mais le sol, ici, il y a des cailloux, donc ça n'a pas enfoncé dans le sol. Là, c'est l'endroit, il y a eu orage pendant la nuit. Donc c'est ce sont des traces fraîches. Et ici, il y a eu un dépôt de sol propice à l'impression des traces. Donc on a la chance aujourd'hui, le lendemain de la pluie, de pouvoir se rendre compte de la faune qu'il y a sur ce joli jardin. Et donc l'animal a appuyé ses pattes postérieures. Après, il a fait un saut de, on va dire, voyons, ça fait 20 cm, allez, 35 cm, entre ici et là. Et ça, ah ben tiens, là on a probablement une patte avant, là, on devine 3 doigts là, qui ont marqué. Donc voilà, il a fait à peu près un saut d'une 30aine de centimètres. Ce que je peux dire, c'est que c'était un animal solitaire, il n'y a pas d'autres traces autour. Et les prédateurs, souvent, comme les martres, les fouines, les belettes, sont des animaux plutôt solitaires. Oui, on a une patte postérieure d'un campagnol ou d'un mulot qui a grimpé, qui est monté par là. C'est incroyable ça. Et là, par contre, il y a de précision, on voit le détail des doigts, des pelotes et des griffes également. Ici, elle n'est pas évidente à lire. Et par contre, tu vois, on voit énormément de poils. Donc, je pense qu'on a quand même affaire au lapereau. Et puis, il y a une trace là, une trace là, une trace là. C'est vraiment piétiné ça. Et là, il y a confirmation du lapereau. Là, regarde les griffes, oui. Comme elles sont. Et là, on voit des toutes petites griffes là. Là, c'est vraiment, elles sont très très belles là. C'est très délicat, ça fait partie des traces qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est lié à la qualité du sol suite à l'orage. Donc ça, c'est le genre de traces qu'on voit quasi jamais. On voit les griffes qui sont très fines, c'est presque pas moulable, ça, c'est tellement fin. Là, on a une patte postérieure, on a une patte antérieure. Ce sont des traces très subtiles, donc c'est pas facile. Surtout sur ces sols. Le meilleur sol sont les sols argileux. Ça, c'est plutôt un sol sablonneux. Donc là, il y a les griffes qui ont marqué, mais c'est... je vais faire un moulage de cette partie, de ces 2 empreintes ici. Là. Donc pour ça, je vais faire un petit mur. Le mieux, c'est d'utiliser la matière qu'il y a sur place, ça évite de transporter. On pourrait confondre une trace comme celle-là avec une trace éventuellement d'un rat. Hein, mais la façon qu'il a de marcher, de se déplacer,
me fait vraiment penser à un mustélidé, et en particulier, vu la taille et l'écartement des traces, plutôt à une belette, à une hermine éventuellement. Ce sont des animaux de taille semblable. Après, dans la même famille, on a la martre, la fouine, ce sont des animaux qui sont déjà plus gros, plutôt de la taille des chats. Donc on est ici sur un animal qui a des pattes beaucoup plus petites que la taille d'un chat. Juin 06, on est en 2015. Nous sommes en Corse, voilà, dans ce beau parc où il y a un passionné qui a mis beaucoup d'énergie pour qu'on puisse prendre du plaisir aujourd'hui à le visiter. Et donc nous avons trouvé des traces probablement de belettes. Et le nom, il faut que je le vérifie parce que tous les noms, je ne les faisais pas en tête. Donc voilà, quand ça sonne un peu dur là, écoutez le son que ça fait là. Écoutez bien. Hein, ça sonne. Voilà. Si le plat n'avait pas assez durci, ça ne sonnerait pas comme ça. Alors je laisse encore quelques marques avec mes ongles, mais voilà, on va démouler. Je vais simplement mettre de l'eau dessus. Vous voyez, là apparaissent les griffes. Là, ce qui est intéressant, c'est l'écartement entre les deux pattes. Ça va me permettre d'affiner l'origine de la bête qui est passée. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas spectaculaire, hein, mais c'est... alors toutes les griffes ne marquent pas. On a 3 griffes principalement ici, 3 ici, une 4e là. C'est un animal qui a quand même 5 doigts, 5 griffes, mais pour avoir une empreinte idéale, parfaite, le milieu doit s'y prêter. Donc là, on est sur un sol où il y a essentiellement du sable. On aurait un sol argileux, on aurait une empreinte plus précise. Donc on est forcément lié à ce substrat qui donne plus ou moins de résultats par la nature du sol. Ça, c'est pas mal ça. Voilà la femelle et le marcassin. Donc ici on est plus écarté, c'est une patte antérieure et la patte postérieure est un peu plus resserrée au niveau des ongles. Et le décalage est un peu plus important ici, alors que chez la femelle, la patte antérieure et la patte postérieure sont presque au même endroit. Voilà, ça nous donne une idée déjà d'une diversité avec déjà 2 espèces. Rafi, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves d'escalade là? Ah, tu vois, je suis un petit peu posé, je profite des derniers rayons du soleil, là, appuyé contre un rocher. On est tellement bien. Hein. Ah, qu'est-ce qui te fait aimer la Corse? Qu'est-ce qui te plaît? Ce que j'aime en Corse, c'est la nature, c'est resté très sauvage. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a des forêts, les odeurs. C'est complètement sauvage, là, et tu aimes ça? Ah ouais, c'est vraiment bien. Puis là, il y a presque plus personne dans le parc. C'est un bon moment, c'est tranquille. Ouais, c'est vraiment super. Et est-ce que tu crois que sur un film, on peut faire ressentir les odeurs? Il y a des tas d'odeurs, là. Oui, alors ça c'est difficile de les faire sentir. Peut-être en montrant les plantes et puis en disant que... Toi, tu aurais une idée? J'en sais rien, peut-être qu'on va arriver à convaincre les gens que c'est le paradis. Ah, peut-être, ouais, ça c'est sûr, ouais. Ça en tout cas, un bel aperçu du paradis, ouais, je trouve. Ouais. Eh ben... Ok. Hop là. Là, tu as réussi à me faire escalader ce rocher au péril de ma vie, j'ai plus 20 ans moi. Hein. Et là tu es bien, il y a les arbres, le rocher. Le rocher, encore on voit la mer là-bas, c'est vraiment un super beau coin. Hein. Ouais, non, là c'est vraiment beau. Ouais. Ouais. C'est ce que tu aimes, tu es dans ton élément. Là. Voilà, ici je suis vraiment dans mon élément. Ouais. Ouais. Là, c'est superbe. Quelle aventure. Quelle aventure. On va continuer. On va continuer. Allez, on continue. Okay. On va redescendre, on va essayer de ne pas se casser la pipe. Voilà.